Aurore Berger. Bonjour. Emmanuel Macron joue la carte du référendum sur le climat. En clair, il répond à des questions concrètes de la Convention par une réponse institutionnelle. À l'Assemblée, au Sénat d'abord, de se prononcer, et puis ensuite peut-être les Français. Quel est le message du chef de l'État, vous qui êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée? Le message est clair, ça veut dire que suite à la Convention citoyenne pour le climat, il y a un engagement qui est pris par le chef de l'État, à la fois évidemment de passer évidemment devant l'Assemblée et le Sénat l'intégralité, quasiment l'intégralité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'était l'engagement du sans filtre, c'est-à-dire que sans filtre, toutes les propositions sont transmises de la Convention citoyenne à l'Assemblée et au Sénat, et puis on va faire notre travail de parlementaire. Et en plus, sera inscrit, si les Français en décident ainsi, à l'article 1er de la Constitution, un engagement environnemental pour la biodiversité climatique extrêmement clair, ce qui veut dire dès lors que toutes les lois qui ne respecteraient pas l'article 1er de cette Constitution, qui serait réécrit, eh bien, seraient inconstitutionnelles, donc ne pourraient pas passer. C'est-à-dire que demain, vous avez un autre gouvernement qui fait fi de tous les engagements écologiques, qui veut à nouveau utiliser les hydrocarbures, les exploiter dans notre pays, qui veut créer des implantations industrielles qui ne seraient pas conformes à des engagements écologiques, par exemple. Eh bien, il ne pourrait pas le faire, sauf à devoir rechanger la Constitution, ce qui est un processus quand même assez long. Donc c'est vraiment une contrainte qu'on s'impose, non pas juste sur un court terme, parce que les lois, elles peuvent se changer, mais sur un très long terme. Oui, d'accord, Aurore Berger. Mais enfin, je vois pas ce que ça change avec la charte qui a été déjà mise dans la Constitution avec 3 grands principes de précaution, de prévention et de pollueur-payeur, qui datent de 2005, avec des droits et des devoirs. C'est exactement la même chose, c'est dans la Constitution. Qu'est-ce que ça va changer en plus? Pas directement, c'est dans le préambule de la Constitution. C'est dans le préambule de la Constitution. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les grands principes qui sont les nôtres dans notre République, ils sont directement dans les articles de notre Constitution. Mais là, c'est dans la Constitution. Ça veut dire, vous le voyez régulièrement. Vous pouvez attaquer justement des lois, des décisions si elles sont prises parce que elles ne respectent pas la charte. On aura un principe juridique beaucoup plus puissant que ce qui existe aujourd'hui. Et encore une fois, ça veut dire que c'est pas uniquement une décision qu'on prend sur un court terme. On dit souvent que les hommes ou les femmes politiques, finalement, ils ne prennent que des décisions de court-termisme. Là, c'est sur du long terme, c'est-à-dire que quels que soient les gouvernements que nous aurons dans les années à venir, ils ne pourront pas, si les Français choisissent de l'inscrire dans la Constitution, ils ne pourront plus jamais faire fi des engagements écologiques. Mais ça existe déjà. Non, ça n'existe pas, ça n'est pas à l'article 1er de notre Constitution. Mais ce sont les principes. On peut attaquer. Il y a d'ailleurs eu justement quelques procès qui ont eu lieu dernièrement. Donc à quoi ça va servir? Oui, mais là je vous parle pas de procès, je vous parle de la capacité, c'est-à-dire encore une fois que nous votons la loi, vous le savez, ensuite elle est déférée devant le Conseil constitutionnel. Et c'est lui qui est le garant justement du respect de nos principes à la Constitution. Fondamentalement, je ne vois pas ce que ça va changer. Beaucoup de spécialistes non plus. Demander l'avis aux Français sur cette question-là me semble pas non plus tout à fait anodin dans le processus. Ça c'est intéressant, Aurore Berger. Et en termes de calendrier, quand est-ce que pourrait avoir lieu ce référendum quand même? Alors vous le savez, il faut d'abord que ce soit adopté à l'Assemblée et au Sénat. Voilà. C'est le processus. Donc là, je ne sais pas quand le gouvernement va pouvoir transmettre. Il y a un article unique, donc ça peut aller très vite que la présentation au Conseil des ministres puisse être faite pour qu'ensuite nous on l'examine. Et moi je souhaite que évidemment on l'adopte le plus vite possible. L'idée c'est pas de réécrire à l'infini cette phrase que le président de la République a proposée. Je crois qu'elle est suffisamment claire et précise. Et donc c'est qu'on puisse l'adopter vite. Plus vite on l'adoptera, plus vite on donnera la parole aux Français. Donc celles et ceux qui voudraient faire une bataille juridique, politique sur ce sujet, la vraie bataille, elle sera au moment où les Français parlez du Sénat qui pourrait s'y opposer, ou même à l'Assemblée, vous savez, on a déjà vécu malheureusement dans ce mandat des formes de guérilla parlementaire où vous avez des milliers et des milliers d'amendements. Il y en a qui pourraient dire non au climat, c'est ça ? Il y en a qui pourraient surtout se dire que c'est un bon outil pour faire de l'obstruction parlementaire. Mais je crois que sur ce sujet-là, si on retarde le fait que cette proposition, elle passe devant les Français, que ce soit eux qui décident, je pense que ça se retournerait contre ceux qui voudraient l'utiliser. Alors, en admettant que ça passe évidemment au printemps, derrière, il y a les élections régionales qui vont avoir lieu au mois de juin. Donc ce ne sera pas en même temps, si ? Ça, c'est honnêtement, c'est possible. Ça pourrait être adossé. Non, mais je ne sais pas si ça le sera. Moi, je pense qu'il faut découpler les choses. Il y a une élection qui est une élection locale, il y a une élection présidentielle. Ça ne vous a pas échappé. Il y a une élection présidentielle qui arrive en 2022. Départementale et régionale, on a les deux, départementale et régionale en juin. Et je pense qu'en effet, on a une question qui est différente. Quelles sont les hypothèses possibles? Quelles sont les hypothèses
possible? Elles sont très nombreuses. Encore une fois, ça dépend de la durée déjà du temps du débat parlementaire. Vous croyez sincèrement, Aurore Berger, que cette question de référendum sera soumise aux Français avant la présidentielle de 2022? Ah oui, avant la présidentielle. C'est un engagement, ça? C'est un engagement. Moi, je ne peux pas répondre pour une seule raison. Parce qu'encore une fois, ça dépend du temps parlementaire que nous allons prendre. Oui. Donc, soit on a une forme, ce que je vous disais, d'obstruction massive, de guérilla avec des milliers d'amendements, et ça peut prendre des semaines et des semaines d'adoption à l'Assemblée, puis ensuite au Sénat. Si le Sénat décide d'en faire un outil contre le président de la République, la question, elle n'est pas pour ou contre le président de la République. La question, elle est, est-ce qu'elle ne sera pas, justement, Français puissent avoir la possibilité de choisir et de voter sur cette question? Aurore Berger, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit justement un référendum pour ou contre le chef de l'État à quelques mois de la présidentielle de 2022? Déjà, à quelques mois de la présidentielle, les Français savent qu'ils auront l'opportunité de s'exprimer au moment de la présidentielle sur cette question claire. Est-ce qu'ils souhaiteront ou non reconduire le président de la République et lui donner à nouveau une majorité? Donc je crois qu'ils auront la possibilité très clairement de s'exprimer. Je crois qu'on a une opportunité unique de pouvoir, nous, en tant que citoyens, s'exprimer sur la question climatique, de faire fi aussi de toutes les théories complotistes qu'on entend. Je crois que c'est essentiel. Je ne vois pas pourquoi on répondra à une autre question. Et après, j'attends aussi de voir comment les partis politiques vont réagir. Mais je ne vois pas celles et ceux qui se disent en permanence attachés à la question climatique en demander à en faire un argument politique contre le président de la République. Oui, certains se disent, mais pourquoi ne pas avoir fait finalement un référendum sur la laïcité? Vous qui défendez beaucoup actuellement... Parce que pour le coup, c'est déjà dans la Constitution et pas dans le préambule de la Constitution. Avec une charte. Hein. La laïcité est clairement... Avec une charte, comme pour l'environnement, non, finalement. Mais la laïcité, la République est laïque, c'est clairement dans la Constitution. Donc ça, je pense que c'est très clair. C'est surtout que moi, j'aimerais comprendre, parce que quand on nous dit un référendum sur la laïcité, c'est Xavier Bertrand qui l'a proposé, il ne dit pas concrètement quelle serait la question. Donc ça veut dire quoi? On est pour ou on est contre la laïcité? On va la redéfinir, la laïcité? Je crois que sa définition est très claire, elle a été posée dans la loi. Ensuite, la Constitution y fait de manière très claire référence, la République française est laïque. Et je crois qu'on va d'ailleurs avoir l'occasion de rappeler ces principes dans la loi qu'on aura sur les principes républicains. Oui, à propos de politique, est-ce que vous êtes favorable à la proportionnelle qui est émise, là, et cette idée qui circule actuellement? Vous savez, on l'a portée au moment de la campagne présidentielle et de la campagne législative. On a dit à ce moment-là, de manière très claire devant les Français, que nous, on souhaitait qu'on puisse avoir de la proportionnelle. Alors, est-ce que ça doit être ce qu'on appelle une dose de proportionnelle? Est-ce que ça doit aller plus loin? Moi, ce que je considère, c'est qu'on ne peut pas donner le sentiment par un mode de scrutin que le mode de scrutin préserverait les intérêts de quelques-uns, les intérêts politiques de quelques-uns. La proportionnelle, c'est dire aux Français, chaque voix compte beaucoup plus, chaque voix est beaucoup mieux représentée, elle est beaucoup plus justement représentée à l'Assemblée nationale. Je crois que le défaut de représentativité que parfois on ressent en tant que citoyen fait qu'il y a de plus en plus d'abstention. Donc il faut mettre ça sur la table, quoi. C'était déjà mis sur la table, vous vous en souvenez quand je vous parlais d'obstruction parlementaire, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque, ça n'a pas beaucoup avancé notamment depuis, malheureusement aussi au Sénat, qui ne souhaitait pas du tout entendre parler de cette réforme institutionnelle. Je crois que les Français l'attendent. On avait pris cet engagement. Moi, je souhaite qu'on puisse aller au bout de cet engagement-là. Oui, un mot aussi sur quelque chose qui vous tient à cœur, visiblement, c'est l'interdiction du port du voile aux petites filles. C'est dans le cadre du projet de loi autour des valeurs républicaines. Alors, certains sont plutôt contre. Marlène Schiappa a dit à ce micro qu'elle n'était pas forcément favorable. C'était peut-être pas le moment, même si sur le principe, elle pourrait être d'accord avec vous. Stanislas Guerini, qui est quand même le délégué général d'En Marche, lui est plutôt contre, visiblement. Comment vous allez pouvoir essayer de convaincre? Déjà, on va avoir un débat parlementaire. Et donc, dans le cadre de ce débat parlementaire, je vais avoir l'opportunité de m'exprimer. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on peut être contre le fait, aujourd'hui, de l'interdire. C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce qu'on a un projet de loi qui va venir renforcer les principes républicains. Est-ce qu'il est conforme à nos principes républicains d'accepter que des toutes petites filles, parce qu'on parle depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne parle pas de jeunes femmes qui auraient donc la liberté finalement de pouvoir choisir, puisqu'on nous rétorque souvent sur la question du voile, la liberté de choix. Mais la liberté de choix, quelle est-elle quand on a 5 ans ou 6 ans et qu'on nous impose le port du voile? C'est-à-dire qu'on considère que le corps d'une petite fille est hypersexualisé. Quand vous lui dites ça? Pour l'instant, on n'a pas eu ce débat parlementaire. On l'aura. Et c'est pas un débat interne à En Marche. C'est un débat qui doit exister. Également. C'est un débat qui doit exister avec l'ensemble des forces politiques. C'est un débat qui doit exister avec les Français. Moi, encore une fois, quand on veut renforcer les principes républicains, je pense qu'on ne peut pas avoir d'angle mort. Et dans les principes républicains, il y a la question de la dignité humaine, il y a la question de la protection de l'enfance, il y a la question de l'égalité entre les filles et les garçons. Et je crois que malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui à l'encontre des petites filles dans notre pays
même si évidemment, et heureusement, ce sont des pratiques qui sont marginales, et c'est des pratiques qu'on ne doit pas accepter. C'est pas parce qu'on considère qu'elles sont intolérables pour nous-mêmes, parce que jamais on ne le fera à nos enfants, que pour autant on peut accepter que d'autres le subissent. Vous en faites un casus belli? Non, je ne fais pas un casus belli, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. J'en fais juste en tout cas un enjeu de conviction, parce que je crois qu'il est essentiel, encore une fois, qu'on réaffirme de manière très claire les principes et les valeurs qu'on souhaite voir être établis dans notre pays, et celles où on se dit que ça ne correspond pas à l'identité et aux valeurs républicaines qui sont les nôtres. Oui, comme les restaurateurs, le monde de la culture manifeste aujourd'hui, il est sacrifié. Non, il n'est pas sacrifié. Il est certainement pas sacrifié déjà d'un point de vue budgétaire. Il a été particulièrement soutenu et accompagné. On est le seul pays au monde à avoir autant accompagné le monde de la culture. Le régime des intermittents du spectacle n'existe nulle part ailleurs. On a permis d'avoir une année blanche pour que personne ne perde son statut. On a réinvesti beaucoup, que ce soit sur le spectacle vivant, que ce soit sur le cinéma, que ce soit sur l'audiovisuel, que ce soit sur les arts plastiques. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on accepte que cet investissement il soit pérenne dans le temps. Parce que l'impact pour le monde de la culture, c'est pas uniquement 2020 et 2021. C'est un chamboulement massif sur les années qui viennent. Parce que toute la programmation a été complètement, évidemment, cassée par ce qui s'est passé, par le coronavirus, par cette impossibilité tout simplement de se réunir et d'avoir du public. Et puis, il y a tout l'enjeu aussi de reconquête de ce public qui a peut-être pris d'autres habitudes, mais rien ne remplacera jamais le fait d'aller au théâtre, le fait de se retrouver dans une salle de cinéma. Peut-être pas avant le printemps, quoi. L'ouverture en janvier, début janvier. Je l'espère. Honnêtement, vous y croyez? En fait, je pense que ce qui est essentiel, mais moi j'y crois et je l'espère, mais ce que j'espère surtout, c'est qu'on ne peut pas être dans une logique de réouverture-fermeture permanente. C'est pour ça, certains disent, non mais donnez-nous plutôt la visibilité. Je préfère même donner une date plus lointaine, mais plus certaine, de manière à se dire, à partir de ce moment-là, on rouvre, et donc on rouvre dans la durée. Et donc ça permet de reprogrammer complètement dans les théâtres, il faudrait retarder à février, c'est ça, plutôt que début janvier. C'est pas ce que je dis. Plus vite on peut, plus vite on peut, et mieux c'est. Plus vite on peut dans de bonnes conditions sanitaires, parce qu'en plus, le monde de la culture s'est adapté. Enfin, vous avez bien vu, les théâtres se sont adaptés, les musées se sont adaptés, toutes les salles de spectacle, les cirques, enfin, vraiment dans l'hétérogénéité du monde de la culture, ils savent s'adapter. Et ils ont besoin de retrouver leur public, et ils ont besoin aussi de retravailler. Pas uniquement d'être soutenus budgétairement, ils attendent de retravailler. Question avec Cécile Ménibus, dernière question. Oui, l'Observatoire de la laïcité, souvent jugé laxiste face aux questions liées à l'islam, est-ce qu'il sert encore à quelque chose? Est-ce qu'il ne va pas disparaître? Déjà, il y a deux questions. Il y a les personnes qui sont à la tête de l'Observatoire de la laïcité, et il y a cet observatoire. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un observatoire qui dit si oui ou non, aujourd'hui on a des atteintes à la laïcité dans notre pays, en particulier à l'école, dans le monde associatif, dans le monde sportif, comment on peut accompagner les fonctionnaires qui sont souvent en première ligne, rempart pour faire respecter la laïcité? Je crois qu'on a besoin d'un outil institutionnel qui permette d'objectiver les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de l'Observatoire ont vraiment fait en sorte que ce travail soit fait? Je crois qu'ils ont passé malheureusement parfois plus de temps à combattre les laïcs qu'à soutenir vraiment le principe de laïcité dans notre pays. Ça veut dire qu'il faut changer Jean-Louis Bianco, le président? Il a un mandat qui de toute façon arrive, je crois, à échéance début avril. Après, il appartiendra au Premier ministre de savoir s'il le reconduit ou pas. Mais je crois qu'honnêtement, le bilan qui est le sien à la tête de l'Observatoire a souvent consisté, en tout cas je trouve trop consisté, à venir combattre des hommes ou des femmes qui pourtant portaient des convictions laïques et les portaient parfois trop souvent seuls dans un moment où ça n'était pas forcément à la mode, on va dire, d'assumer d'avoir des convictions laïques et républicaines dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui les choses changent. Merci Aurore Berger, présidente déléguée du groupe La République En Marche.